France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. L'amour est la seule chose digne d'être éternelle, écrit-il. Prix Nobel de littérature en 2008, l'auteur du Procès-verbal, de Désert ou encore de Alma, nous donne aujourd'hui des nouvelles des Indésirables dans Avers, publié chez Gallimard. Un recueil de 8 nouvelles, des histoires qui donnent envie de rire et de pleurer, des histoires de solitude et d'abandon. Une œuvre nomade de la main d'un écrivain fasciné par les ailleurs du monde, mais peut-être d'abord fasciné tout simplement par les autres. Ça ressemble un peu à un invité mystère, mais tout le monde vous aura peut-être reconnu. Bonjour Jean-Marie Gustave Leclésio. Bonjour. Bonjour Olivia Gisbert. Bienvenue à vous. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Didier Pinault, réalisée par Félicie Fogère avec Félix Delacour. Jean-Marie Gustave Leclésio, solitude. Est-ce que c'est un beau mot pour vous ? C'est un mot, je crois, qui m'inspire, mais je ne sais pas si je dirais qu'il est beau. C'est lié à ma vie. J'ai une vie assez solitaire, je crois, depuis toujours. Donc, mais j'aime beaucoup ce mot, d'une certaine façon. Des histoires qui donnent envie de rire et de pleurer, des histoires de solitude et d'abandon rassemblées dans ce recueil de nouvelles intitulé Avers et qui paraît aujourd'hui chez Gallimard. Quelle différence entre la solitude des femmes et des hommes qui peuplent les nouvelles d'Avers et celle de l'écrivain que vous compariez à une plante vénéneuse et nécessaire lors de votre discours de réception du Nobel ? Oui, l'écrivain a ceci de particulier, c'est que la solitude ne lui pèse pas vraiment dans la mesure où il invente des personnages, des actions, il se plonge dans sa mémoire, dans la mémoire des autres, et il est beaucoup à l'écoute des autres en fin de compte, et donc c'est un remède à la solitude que d'écouter les autres. À l'écoute des autres, vous le disiez aussi à ce moment-là, l'écrivain est l'être qui cultive le mieux cette plante vénéneuse, qui ne croit que sur le sol de sa propre incapacité. On va écouter ce qu'en dit Michel Serres de cette fameuse solitude. C'est un métier de la solitude physique. Mais quand on considère combien de personnes et combien de choses passent par le bureau du solitaire qui écrit, c'est plutôt un métier de la foule. Le nombre de gens qui sont passés dans mon bureau depuis que j'écris est énorme. Le nombre de choses, cette espèce de tentative éperdue d'embrasser énormément de concret, fait que peut-être plus on est solitaire, plus on voit de choses, de monde et de personnes. Voilà les mots du philosophe Michel Serres. Il y a foule aussi dans votre tête à vous. Oui, j'aime bien ce que je viens d'entendre, ça me parle. Parce que quand j'écrivais, j'étais beaucoup plus jeune, et j'imagine que pour Michel Serres, c'était la même chose. L'écriture venait en concurrence de la vie. C'est-à-dire que j'étais dans une pièce donnant sur la rue, mais je n'allais pas voir la rue. Dans la rue, parfois passaient des camarades de classe ou des camarades de jeu. Et ils m'appelaient et je ne répondais pas, parce que je pensais que c'était... Le moment que je passais avec mon écrit était plus important que ce que j'allais voir, ce que j'allais rencontrer dans la rue. Mais à quel âge ? Tout petit déjà alors ? Oui. Les camarades de classe qui vous appelaient, vous alpaguaient du bas de la rue ? Oui, quand j'avais une douzaine d'années. Oui. Vous écriviez déjà ? Oui, j'écrivais des romans d'aventure. J'étais très influencé, je crois, par Jules Verne, et j'avais envie de concurrencer ce que je lisais ou de continuer ce que je lisais. Vous ne les avez jamais publiés ? Non, non, ça ne m'est même pas venu à l'idée. Pourquoi ils n'étaient pas bons ? Je crois que la littérature, c'est quelque chose de particulier parce qu'il faut atteindre un certain niveau. Et je n'avais pas atteint le niveau, c'est comme pour le sport. C'est pas la peine d'essayer de faire une compétition de course tant que vous n'êtes pas bien entraîné. Mais quand est-ce qu'on sait, surtout soi-même, ça passe un peu par le regard des autres aussi, qu'on a atteint le niveau ? Quand on est accepté par l'éditeur.
J'ai envoyé des manuscrits qui ont été refusés à suivre. Donc je considère que la première fois que j'ai publié, ce n'était pas mon premier roman, ça devait être mon 10e roman, mais les romans précédents n'avaient pas été retenus. Il a toujours raison, votre éditeur. Vous en êtes bien sûr? Je ne sais pas. C'est surtout que j'écrivais en anglais à une époque. Donc j'envoyais mes livres à des éditeurs anglais qui ne répondaient pas. Ils devaient trouver que ma langue n'était pas très bonne. Ah, donc le français a été la langue de l'écrivain, la langue de la première publication? Non, la première langue d'écriture, pour moi, c'était le créole ou le pidgin English. Parce que je mêlais le français à l'anglais, je l'écrivais à la française. C'est-à-dire que pour l'article The, j'écrivais ça Z-I-Z. Et bon, ça ne pouvait pas être publié, bien sûr. Puisqu'on parle d'évolution de l'écriture ou du style, comment votre plume a évolué au fil de vos voyages? Je crois qu'écrire, c'est voyager. Moi, je ne voyage pas pour écrire, j'écris pour voyager. Donc, même quand je suis immobile, quand je ne bouge pas, je parcours des tas de lieux. Et donc, pour moi, c'est équivalent, écrire et voyager. Et pourtant, vous voyagez énormément. Ça veut dire que votre œuvre, vos livres, ne sont pas directement connectés à vos voyages? Absolument pas. Ce que j'écris dans mes livres n'existe pas. Ce ne sont pas des lieux. Ce sont je ne sais pas, des rêves ou des obsessions qui sont reliées à des choses que j'ai vécues, mais qui ne sont pas la vie. Ils sont différents de la vie. Dans vos causeries, on s'en souvient, et j'avais eu le plaisir de vous rencontrer à cette occasion-là, vous racontiez que justement, vous n'écriviez jamais aussi bien sur la mer que lorsque vous êtes et que vous vivez au Nouveau-Mexique, dans le désert américain, à 2000 km des océans, des deux océans. Ça, c'est un exemple de déracinement ou de par l'imagination que vous pratiquez. Oui, j'ai un meilleur exemple, c'est pour écrire l'Africain, qui se passe dans une Afrique de mon enfance, mais qui existe toujours, le Nigeria. Je n'ai pas eu besoin d'aller au Nigeria, je ne suis jamais retourné au Nigeria. Mais je suis allé à la bibliothèque, la très grande bibliothèque, la bibliothèque Mitterrand. Et là, j'ai demandé à consulter des microfiches. Parce que quand vous consultez des microfiches, on vous donne une petite cabine obscure. Et c'est là que j'ai écrit ce livre qui se passait au dehors dans mon enfance. Et pourtant, vous êtes, Jean-Marie Gustave Leclésio, à la tête d'une œuvre nomade, réellement. Et on le voit aussi dans ces 15 causeries en Chine que vous aviez écrites et qui étaient parues chez Gallimard en 2019. Je reviens à l'imagination, puisque vous dites que c'est aussi votre bateau, peut-être cette grande baleine qui vous fait voyager à travers le monde et qui navigue au fil de vos pensées. S'il y a foule dans votre tête, est-ce que cette galerie de personnages qu'on retrouve dans Havert est née de votre imagination tout court ou quand même de rencontres ou des deux à la fois? Si on prend l'exemple de Maurice, qui ouvre le bal de ses 8 récits et qui est une fille de pêcheur et qui est d'abord une voix, telle que vous la décrivez. Oui, Maurice, je l'ai rencontré, oui, c'est vrai. J'étais à Rodrigue, j'ai voulu visiter un couvent de bonnes sœurs, parce que j'aime beaucoup les couvents, ce sont des endroits qui m'inspirent. Donc je suis allé visiter ce couvent qui était dans un endroit qui s'appelle Baladirou, et j'ai rencontré ces sœurs, et ces sœurs s'occupaient de filles qui avaient été placées là, non pas parce qu'elles étaient délinquantes, mais parce qu'elles étaient maltraitées. C'était des filles de familles alcooliques, des familles dysfonctionnelles, comme on dit. Donc, et parmi ces filles, il y avait une jeune fille d'à peu près 14-15 ans, en surpoids, assez timide. Et les sœurs qui la connaissaient lui ont demandé, pour moi et pour d'autres personnes qui étaient là à cette occasion, a demandé de chanter. Et quand elle a chanté, de ce corps un peu difforme est sortie une voix absolument sublime. Elle avait une voix merveilleuse de contralto. Et j'ai été... ça m'a bouleversé, cette voix. Et ça me bouleverse encore quand j'y pense. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Donc c'est ces personnages que j'ai rencontrés, cette fille, qui ne s'appelait pas Maurice, et qui m'a donné envie d'écrire sur la musique, sur le chant, sur la place que le chant peut tenir dans la vie, sur la façon dont on peut survivre
grâce à la musique, grâce à la voix. Voilà, dans ce récit qui se passe du côté de Madagascar et de Maurice, vous l'avez entendu vibrer, s'envoler cette voix dans ce couvent que vous avez alors visité, une voix d'ange, racontez-vous, la voix de la révolte, diriez-vous? Oui, la voix qui est de la liberté plutôt que de la révolte. Elle était prisonnière de son corps pour beaucoup de raisons. Mais quand elle chantait, elle se libérait, comme les anges, comme les oiseaux. Ces 8 nouvelles racontent des parcours d'indésirables, hein, comme vous les notez, des nouvelles j'y arriverai pas. Aidez-moi, des nouvelles des indésirables. Voilà, c'est le sous-titre de ce livre, Jean-Marie Gustave Leclésio. Indésirable, invisible, déshérité, mais aux yeux de qui ? Oui, invisible, ce ne serait pas un bon mot, d'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé, sauf une personne qui parle de ces gens invisibles. Indésirable, ça me parle davantage, parce que ce sont des gens qu'on voit, justement, mais qu'on évite. Et il y a eu cette personne extraordinaire, ce guerrier qui venait pour le moment du Sénégal, qui mendiait à la station Bac à Paris, et qui était toujours un peu entre deux vins. Et un jour, il est tombé. Et avec ma fille, nous passions là, et nous avons vu que les gens l'enjambaient. Il était tombé par terre, et il roulait sur l'escalier roulant de l'escalier mécanique. L'escalier l'amenait jusqu'en haut, et là, il retombait de marche en marche jusqu'en bas. Et des personnes prenaient l'escalier qui n'était pas mécanique, d'autres l'enjambaient pour pouvoir prendre l'escalier. Et ma fille et moi, on l'a relevé. Et j'ai dit peut-être qu'il faudrait appeler la police secours. Et là, il s'est mis en colère, il n'y a pas de police. Hein. Alors on l'a amené à l'hôtel voisin, on lui a donné à boire un verre d'eau. Et là, ils l'ont un peu soigné. Puis on a appelé les pompiers qui ont demandé s'ils voulaient qu'on l'amène dans un hôpital. Il a refusé obstinément. Et après, ce qui est très triste, c'est qu'il nous en a voulu probablement de l'avoir aidé. Et on ne l'a plus revu dans cette station. Il a dû changer de station en disant là, c'est dangereux, ils veulent m'emmener à la police. Donc là, quand vous avez tendu cette main directement, vous vous êtes rendu compte que on ne voulait pas forcément de vous. Donc lui, l'indésirable, repoussait aussi cette main que vous aviez tendue. Ça nous ramène à la littérature et à ses enjeux, puisque dès la première nouvelle, vous faites aussi entendre la voix de Maurice, la voix de ceux qui n'en ont pas ou qui ne parviennent pas à se faire entendre. Mais ont-ils besoin de vous l'écrivain ? Je ne crois pas, non. Ça serait très prétentieux d'imaginer que je peux servir à quelque chose. Mais vous l'espérez quand même. C'est-à-dire que j'ai envie de partager. J'ai eu des émotions et j'ai envie de partager. La première grande émotion de ma vie, vraiment une émotion humaniste, je dirais, c'est quand j'avais 9 ans et que j'ai pris un bateau pour aller retrouver mon père en Afrique. Et ce bateau transportait ce qu'on appellerait aujourd'hui des migrants. C'était des gens qui embarquaient dans un certain port, se rendaient dans un autre port, et pour payer leur passage, on leur donnait un petit marteau. Et avec ce marteau, ils tapaient sur la coque pour dérouiller la coque. Et je me souviens d'avoir écouté ce bruit lancinant des marteaux frappant sur la coque, au point que j'avais l'impression que c'était ce bruit qui faisait avancer le bateau. Et ça m'a donné envie d'être avec eux. Je ne pouvais pas, on était séparés, les passagers et ces gens qu'on transportait sur le pont étaient séparés, on ne pouvait pas les rencontrer, mais on entendait ce bruit des marteaux qui cognaient toute la journée sur la coque du bateau. Et ça m'a donné envie je crois de partager ça, de faire durer ce bruit, d'essayer de comprendre comment ce bruit naissait, ce que ça signifiait, ce qu'étaient ces gens, qui n'étaient pas des prisonniers, qui n'étaient pas des hors-la-loi, c'était juste des gens très pauvres. Et j'ai eu envie de partager cette émotion, je crois. Vous écrivez « Le sort que je réserve à mes personnages n'est guère enviable parce que ce sont des indésirables. Et mon objectif est de faire naître chez le lecteur un sentiment de révolte face à l'injustice de ce qui leur arrive. Il y a comme un devoir pour vous, non pas de vérité, mais de sincérité, peut-être de fidélité à ne pas arranger avec les outils de la fiction, du roman, arranger ces situations qui, dans la réalité, ne le seront pas, ne le seront jamais, y compris avec un trait de plume.
Je ne suis pas sûr que je vais faire avancer la machine de l'humanisme. Je ne suis pas sûr que la littérature serve à ça. Alors à quoi sert-elle? Et je me suis posé la question, d'ailleurs on me l'a posée, et je dois dans quelques jours répondre à cette question devant un public au Maroc pour le premier festival du livre africain auquel je suis invité. Et à quoi sert la littérature? Et je n'ai trouvé comme réponse qu'elle sert à se connaître et à se reconnaître. En dehors de ça, je crois qu'elle ne sert à rien. Oscar Wilde avait dit elle est complètement inutile. Donc, en dehors de ça, je crois qu'elle est assez inutile. Mais si elle sert à se connaître et à se reconnaître, alors là, c'est pas mal. La question de l'utilité ou de l'inutilité, elle est intéressante. Comparée à vos débuts dans les années 60, vos débuts en écriture, vous semblez dire aujourd'hui que la littérature a perdu aussi de son importance. Moi, j'y entends a perdu de son impact, en tout cas de son pouvoir aussi, et notamment dans les prises de conscience. Mais est-ce qu'elle a perdu pour autant tout son sens? Je ne pense pas, non. Je crois que la littérature, en fait, ce sont les livres. La littérature, c'est livresque, c'est rien d'autre que les livres. On peut l'entendre, on peut entendre la voix de la littérature, on peut la lire sur des écrans, mais le livre est quand même le vecteur important de la littérature, et je crois que ça n'a pas perdu son importance. Et pour ajouter une part un peu de confession à tout ce que je dis, avec des amis, nous avons fondé une association. Et cette association, son principal travail, c'est de rencontrer les enfants des écoles nécessiteuses à l'île Maurice, et il y en a beaucoup, et de donner des livres aux enfants. La plupart n'ont pas de livres. Alors on leur donne des dictionnaires, on leur donne des romans. J'ai donné quelquefois Le Prophète de Khalil Gibran à des enfants qui ont 9-10 ans. Je trouve que c'est une bonne idée, parce que ils savent lire, ils savent écrire, mais ils n'ont pas de livre. Donc, ils rapportent un livre chez eux, ils vont le mettre à côté de leur lit. Et peut-être le matin, avant de vivre ou de partir pour l'école, ils vont ouvrir le livre et regarder, chercher s'il y a des images ou essayer de capter les images qui sont dans les mots. Et ça va leur donner, je crois, quelque chose une assurance dans la vie. L'accès à un autre monde. Oui, par le langage, le langage. Et d'ailleurs, avec cette réponse que vous venez de nous donner aussi, Jean-Marie Gustave Leclésio, avec cette action, ce geste pratique, vous répondez à la question que l'un de vos narrateurs soulève dans le livre. Pourquoi inventer des personnages? Pourquoi inventer des histoires? Est-ce que la vie n'y suffit pas? Eh bien non, peut-être pas toujours. 12h19 sur France Culture, on est avec l'écrivain Jean-Marie Gustave Leclésio. France Culture, bienvenue au club. Olivier Gesbert.
Vous aurez peut-être reconnu la kora de Balaké Sissoko, ou le violoncelle de Vincent Segal, ou encore l'accordéon de Vincent Perani, ou le saxophone d'Émile Parisien, ce quartet des égarés comme il s'appelle, cette formation nomade, elle aussi, puisque comme le dit Vincent Segal, on marche sans savoir où l'on va en se laissant aller au plaisir d'être paumé, sortira son premier album le 31 mars prochain et sera en concert au Trianon à Paris le 26 avril. Avec mon invité, l'écrivain Jean-Marie Gustave Luc Léziot, auteur d'un recueil de nouvelles, de 8 nouvelles intitulé Avers, publié chez Gallimard. On est ensemble jusqu'à midi et demi. Jean-Marie Gustave Luc Léziot, je vous ai demandé de nous lire un extrait d'une de vos nouvelles où la forêt est très présente dès les premières lignes dans ce livre. Elle l'est en général. Ici encore dans cette Etrébéma, dans cette nouvelle, vous parlez de la forêt comme d'un lieu dont on ne revient jamais. Un monde de cris, de silence, de pluie, un monde de nuit, d'animaux furtifs. Un autre monde, on vous écoute. Quand suis-je arrivé dans la forêt? D'où est-ce que je venais? Pourquoi me suis-je arrêté ici, dans ce lieu insignifiant, qui porte le nom un peu ridicule étant donné ce qu'il est devenu, d'El Real, un nom de guerre, de parade, de conquête, pour un bourg colonial épuisé de soleil et de solitude, de poussière, une seule longue rue, bordée d'épiceries et de cantinas, le long du fleuve Tuira, où des pirogues à demi inondées par la pluie bâillent d'ennui comme des alligators. C'est d'ici que j'ai débuté mon voyage sur les fleuves. Capeti, Balsas, Tuquesa, Tupisa, Chico, Manene, Quebrada Sucia, Piré, Chucunaque, Paya. Que sont-ils devenus? Chombo, Fulo, Efigénio, Bravito, Colombia, Teclave, le vieux Léon, la jolie Népono, fleur, surnommée Wencha, chair de femme, et mes Campuñas Sabera, les gosses africains Chico, Hueso, Marco, tous ceux avec qui j'ai voyagé. La forêt est un mur vivant. Quand tu le traverses, tu n'en reviens jamais. Un monde de nuit, de pluie, d'animaux furtifs, de jaguars et de pumas, de tapirs et de cerfs. Un monde d'insectes, garrapatas, tiques, chinches, plunaises, coloradillas, auta, moustiques et moucherons, le monde des tamaichara, les vipères fer de lance, rapides comme des anguilles, des incas, les timides vampires qui viennent mordiller les coudes des enfants endormis, les tamandois, les fourmiliers à 2 doigts, somnolents, les yarés, les singes araignées, insolents, les kotutus, les singes hurleurs qui rugissent à la tombée de la nuit. C'est ce monde qui ne te relâche plus quand il te tient, ce monde qui ne te libère jamais. Et tu dois vivre dans son ombre comme si rien de ce que tu as connu, rien de ce qui t'a fait, ne pouvait lui survivre. Et tu dois, éventuellement, descendre au-dessous, en Etrébéma, pris dans les lacs et les douceurs, dans les pièges, dans sa beauté flambante. Merci pour cette lecture. On l'entend, votre langue à vous aussi est très cosmopolite. Comment toutes ces langues, du créole à l'espagnol, influencent-elles votre style, le rythme de vos phrases? J'aime beaucoup la variété des langues parce que les contes ne sont jamais les mêmes dans toutes les langues. Chaque langue porte sa façon de conter et sa façon de commencer un conte et surtout de le finir. Chez les Indiens Mbela, les contes se terminaient par hasta ahí nomás, jusque-là, et puis après il n'y a plus de conte. Après c'est la vie, donc il faut passer de la vie au conte et du conte à la vie. Et j'ai grandi avec la voix de ma grand-mère qui était une conteuse. Elle avait inventé un personnage tout à fait étonnant qui s'appelait Zami, qui était supposé être mon ami pendant la guerre. C'était un singe. Et ce singe se tirait de toutes les situations les plus difficiles, qui étaient généralement des situations où il n'y avait pas à manger, où il n'y avait pas à boire, où il fallait s'échapper. Et ce singe était très astucieux. Et je crois que cette voix de ma grand-mère qui, lorsque nous étions, mon frère et moi, dans l'angoisse de la guerre, qui venait apporter la variété, l'imaginaire, je n'ai pas cessé de l'entendre, c'est celle-là qui m'a guidé.
Et cette forêt, cette fameuse forêt muette et aveugle telle que vous la décrivez dans cette nouvelle, est-ce que vous parvenez à écrire à partir d'elle? Parce qu'on a le sentiment qu'elle est à la fois pour vous une source d'inspiration et une source de désolation, comme dans Alma, l'un de vos précédents livres, Quête des origines à l'île Maurice, dans ces forêts qui couvraient à l'époque la quasi-totalité de l'île, qui est aujourd'hui plutôt déboisée, dégarnie, comme un crâne qui devient chauve. La forêt, ici, elle est aussi présentée parfois comme un labyrinthe, un espace de liberté, le lieu d'un retour à l'enfance. Qu'est-ce qu'elle est pour vous? Pour l'écrivain que vous êtes, la forêt? Je crois que c'était un accueil maternel, un accueil en tout cas plein de douceur et d'amour que pouvait donner la forêt. La forêt, pour me parler que de la forêt d'Arienne, la forêt de cette région où j'ai passé quelques années, c'était un endroit dangereux, mais c'était aussi un endroit très, très accueillant. Et marchant en compagnie de gens qui la connaissaient, j'ai découvert que ce n'était pas la forêt vierge, c'était une forêt cultivée. La différence des cultivateurs du monde développé, les cultivateurs du monde forestier, du monde sylvestre, c'était des gens qui laissaient les plantes où elles étaient. Ils allaient chercher les plantes, ils ne cherchaient pas à faire venir les plantes à eux. Donc ils n'avaient, en dehors des plantations de plantains qui étaient une façon de survivre économiquement, les forêts étaient pourvoyeuses de tout. Pourvoyeuses à la fois de venin, mais de contre-venin. Et de contes aussi, peut-être, pour l'écrivain que vous êtes. Une dernière question, Modiano, Leclésio, Ernaud, 3 écrivains français nobelisés. Mais existe-t-il pour vous, Jean-Marie Gustave Leclésio, une littérature française? Je ne suis pas sûr que ce soit une littérature française. C'est une littérature qui utilise la langue française. Mais pour ne parler que de ces 3 personnes que vous venez de citer, elles ont des origines très diverses. Elles ne sont pas issues du même milieu social. Elles ne sont pas issues de la même culture, du même héritage. Elles n'ont pas la même écriture. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci, je rappelle le titre de ce recueil de nouvelles, Avers, c'est chez Gallimard. Merci 1000 fois. Merci Olivia. France Culture, l'esprit d'ouverture.